Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le projet Blue Peacock, qui visait à poser des mines nucléaires le long de la frontière ouest-allemande pour empêcher une invasion soviétique pendant la guerre froide. Et a priori, c'est un sujet qui vous a plu. Conséquemment, j'ai décidé de vous parler d'autres projets et opérations militaires ou secrètes ayant eu cours pendant cette merveilleuse période de l'histoire de l'humanité. Ainsi, aujourd'hui, on va parler espionnage, CIA, KGB, et on n'en fera pas le tour, hein, mais il y aura quand même moyen de se marrer. Croyez-moi. On va commencer soft, avec le projet Tamarisk. Là, vous allez voir, on est dans un cas super classique de renseignement. Il n'y a presque rien de surprenant dans cette histoire. Simplement, vous imaginez bien qu'une bonne partie de la stratégie dans un conflit est basée sur le renseignement. Si vous savez ce que l'ennemi s'apprête à faire, vous pouvez vous y préparer, vous pouvez éventuellement l'empêcher d'agir, etc. à la base. Le projet Tamarisk est un projet mené à la fois par les Américains, les Britanniques et cocorico, les Français. L'idée est que les agents en Allemagne de l'Est récupèrent un maximum de documents des Soviétiques, il s'agisse de correspondance privée ou de documents officiels, enfin tout ce qui pouvait s'échanger de communication chez les militaires et les diplomates soviétiques. De l'espionnage pur et dur. La base, je vous dis. Sauf que la particularité du projet Tamarisk repose sur le fait que sur le terrain, les soldats soviétiques n'avaient pas accès à du papier toilette. Ils utilisaient donc tout ce qu'ils avaient de papier comme papier toilette. Ils se torchaient le cul avec des documents officiels, quoi. Voilà, c'est pas Jojo, ok, mais l'espionnage, de toute façon, c'est pas Jojo. On le sait, ça. Le projet Tamarisk consistait donc à faire les poubelles des soviétiques pour récupérer les documents secrets qui finissaient par être utilisés comme du PQ. Parce que ces documents en question n'étaient pas solubles, comme peut l'être, lui, le PQ. Et donc, il récupérait des papiers chiffonnés, couverts de merde, voilà, bon, oui, j'ai prévenu, c'est pas Jojo, et ensuite, il déchiffrait les informations contenues dans ces documents et les remettait à leur hiérarchie, et voilà, c'est de l'espionnage. Alors, c'est pas du James Bond, mais c'est comme ça que, c'est du renseignement, quoi. D'ailleurs, d'après le réalisateur de documentaire britannique Leslie Woodhead, qui a fait son service en poste à Berlin-Ouest à monitorer les communications des pilotes soviétiques, l'opération Tamarisk, c'est une des opérations d'espionnage les plus réussies de la guerre froide. Vous allez voir ensuite qu'en effet, si on compare à d'autres opérations, celle-ci est plutôt un succès. Sauf que, à un moment, les agents qui effectuaient leurs opérations ont commencé à râler un peu, pour les raisons que vous pensez. Après, il faut les comprendre, les gars, ils passaient leur temps à risquer leur vie en faisant les poubelles pour ensuite aller racler de la merde sur des papiers chiffonnés qui, vous l'imaginez bien, fallait d'abord, je suis désolé, mais fallait d'abord les déplier, éventuellement, fallait décoller certaines parties, vous comprenez, quoi, je vous fais pas un dessin. Les mecs étaient pas joasses, quoi. Faut imaginer le gars qui devient espion pour servir son pays, parce qu'il pense à ses proches, à ses concitoyens, il se dit qu'il est peut-être un des seuls remparts contre une apocalypse nucléaire. Et il se retrouve coincé en Allemagne de l'Est à déchiasser des documents secrets russes. C'est pas glamour, En plus, les gars, ils expliquent à leur hiérarchie que, outre le fait que, c'est quand même dégueu, en plus, ils savent pas trop à quelle saloperie bactérienne ils peuvent être confrontés quand ils font les poubelles des hôpitaux, par exemple. Parce qu'en plus d'aller récupérer des seaux de merde, des fois, il faut faire le tri avec des membres amputés. Genre, les gars, ils cherchent un document, mais dans le tas de papier, il y a une main ou un pied. Enfin, voilà, quoi. Sauf que là, la hiérarchie leur dit... Attendez, il y a des membres amputés dans ce que vous récupérez? Oui, ça arrive. Mais faut impérativement nous les ramener. Vous vous rendez pas compte? C'est hyper important, ça nous permettra d'étudier le shrapnel utilisé par les soviétiques. Et c'est ainsi que les espions engagés dans cette opération se retrouvèrent, en plus de décoller la diarrhée de paplards en tout genre, à ramener également des pieds et des mains. Et je me rends bien compte qu'il y avait un jeu de mots à faire sur le fait de faire des pieds et des mains, mais sincèrement, j'ai pas la force là. Et voilà, donc ça, c'était le projet Tamarisk. Lorsque j'ai fait mon épisode sur les poules du projet Blue Peacock, vous avez été quelques-uns à me dire en commentaire « Bruce, tu dois impérativement parler du projet Pigeon !» Et ainsi donc, les gars, et les girls, le projet Pigeon. Pour parler comme il faut de ce projet, il va d'abord falloir faire un petit détour par le monde merveilleux de la psychologie. Alors, je le dis de suite, j'ai rien contre la psychologie, d'une, et la psychologie, que vous aimiez ça ou non, que vous le souhaitiez ou non, c'est de la science, de deux. Mais la psychologie pendant la guerre froide, ça pouvait également être bien marrant. Bon là, ça va pas être particulièrement le cas, mais dans un autre truc dont on parlera un peu plus loin, vous allez voir que la psychologie en tant que science, ça s'entendait parfois avec beaucoup de liberté. Mais ça, c'est après. Savez-vous ce qu'est le behaviorisme? Alors, j'annonce de suite, la psychologie, c'est de loin pas ma spécialité, mais ça, vous le savez déjà. Bande de ramasse-merde. La psychologie, c'est de loin pas ma spécialité, donc je vais sans doute, en simplifiant, dire des trucs pas franchement rigoureux, mais en essayant d'éviter de dire des choses franchement pas rigoureuses.
Bref, le behaviorisme, ce qu'on appelle aussi classiquement comportementalisme en français, c'est un modèle de psychologie scientifique dans lequel un comportement observable, c'est-à-dire une action mesurable, c'est ça que ça veut dire, observable en sciences humaines. Une observable en sciences humaines, c'est une grandeur qu'on peut mesurer, au même titre qu'on peut mesurer en physique, je sais pas moi, la température ou la pression par exemple. Donc le comportementalisme, c'est un modèle dans lequel un comportement observable est conditionné principalement par un réflexe ou par un stimulus, ou par les interactions avec l'environnement. Tel que moi je comprends ce modèle, l'idée derrière le comportementalisme est de formaliser une causalité dans le comportement observable d'un individu. Avant le XXe siècle, la psychologie est globalement considérée comme une branche de la philosophie. Et en 1913, il y a un psychologue américain qui s'appelle John Broadus Watson qui défend l'idée selon laquelle la psychologie est une science objective, qu'il doit être possible d'étudier scientifiquement et de façon rigoureuse, sans jamais faire appel à des interprétations de type introspection. Il crée donc une théorie qu'il nomme le behaviorisme, et on ne va pas rentrer plus que ça dans le détail parce que c'est pas ce mec-là qui nous intéresse. Non, celui qui nous intéresse, c'est le psychologue américain Budhus Skinner. Et alors, tout de suite juste, Budhus, c'est non. Voilà, je le dis, c'est non. Budhus, c'est pas un prénom. C'est une contrefaçon ouzbek de mon prénom. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà. Donc Budhus Skinner, lui, il va créer la branche expérimentale de la psychologie comportementaliste, et c'est là que ça va commencer à rigoler. On connaissait déjà, notamment grâce aux travaux de Pavlov, vous connaissez Pavlov, voilà, ce qu'on appelle les comportements dits répondants, ce qu'on appelle aujourd'hui classiquement un réflexe. On vous met de la lumière dans la gueule, vos pupilles se contractent, le stimulus, la lumière et la réponse, vos pupilles qui se contractent, ensemble, ça forme une unité fonctionnelle qu'on appelle un réflexe. Et la particularité des réflexes, c'est qu'ils sont essentiellement involontaires et arrivent en réponse quasiment immédiate au stimulus qui les provoque. Le caractère quasi immédiat est hyper important dans la définition. Par exemple, si je vous dis, voilà, là maintenant, vous allez vous descendre une pinte de bière et dans une demi-heure, vous aurez envie de pisser, on peut difficilement parler de réflexe, vous voyez ? Donc, pour Skinner, comme pour d'autres psychologues à l'époque, c'est dans l'air le truc, c'est juste que c'est Skinner qui a publié sur le sujet. Donc pour Skinner, on ne peut pas expliquer l'essentiel du comportement d'un être vivant, humain ou animal, uniquement avec des réflexes ou des réactions à l'environnement. Pour Skinner, la plupart des comportements sont volontaires ou spontanés. Il va expérimenter et développer un modèle selon lequel le comportement n'est pas tant causé par ce qui le précède en termes de stimulus, que conditionné par ce qui suit en termes de promesse, qu'il s'agisse d'une récompense ou d'une punition. Ce modèle est formalisé sous l'acronyme SRC pour stimulus, réponse, conséquence, et on l'appelle aujourd'hui plus traditionnellement comportement opérant. Là où le modèle de Watson, comme celui de Pavlov, le comportement répondant ne prenait pas en compte la conséquence, c'était juste SR, stimulus, réponse. Et alors, je sais que j'en ai perdu 2 ou 3 avec mon histoire de Skinner, là, alors que j'étais censé parler de guerre froide et que j'ai annoncé un truc prometteur et tout qui s'appelle carrément Projet Pigeon, mais justement, l'histoire de Skinner, elle est essentielle parce qu'elle est à la base du conditionnement d'animaux pour des opérations militaires. Et dites-vous bien que dès qu'on fait intervenir des animaux dans des opérations militaires, ça peut vite devenir mythique. Donc, Skinner développe une théorie expérimentale de conditionnement basée sur l'idée selon laquelle un comportement peut être modifié non seulement en fonction du stimulus qu'il provoque, mais surtout en fonction de la réponse qui suit. Son expérience consiste à mettre des rats dans une cage dans laquelle on trouve un levier. Voilà. Et puis dès que accidentellement il y a un rat qui presse le levier, il y a de la nourriture qui tombe dans la cage. Bon. Skinner constate que les 3 premières fois que le rat appuie sur le levier et chope la bouffe, son comportement n'est pas modifié. Mais dès la 4e fois, il semble avoir pigé le truc et se met naturellement à presser le levier quand il a la dalle. Skinner acquiert ainsi, avec ce genre d'expérience, des preuves que le comportement peut être altéré par ce qu'il provoque plutôt que par ce qui le provoque. Vous suivez ? Ce qui se produit après le comportement est plus efficace que ce qui le précède. C'est là qu'il marque une vraie différence avec ce que le comportementalisme formalisait avant, et notamment avec la notion de réflexe. Une notion de réflexe, il ne faut pas rejeter pour autant. Je veux dire, réflexe physiologique, c'est un vrai truc qui existe réellement. Personne ne dit le contraire. Mais Skinner, lui, qui cherche à déterminer comment modifier le comportement, s'appuie plutôt sur cette méthode pour produire un renforcement, un apprentissage programmé. Bon, après Skinner, il va être persuadé que ça marche pareil pour les humains, et même que tous les comportements humains peuvent être ainsi généralisés. Il va pousser le vice jusqu'à théoriser que les pensées et les sentiments sont également des comportements, qu'un événement qui se produit à l'intérieur d'un organisme ne diffère d'un comportement extérieur que par son inaccessibilité, voilà. Et que par voie de conséquence, les événements internes peuvent être programmés de la même manière qu'un comportement externe. En gros, ce qu'il dit, c'est que de la même manière qu'on peut programmer quelqu'un pour réagir de telle manière lorsqu'il appuie sur un bouton, on peut le programmer pour penser telle chose ou aimer telle chose. En gros, sa théorie, c'est tout est comportement.
Il va tenter d'appliquer ces théories également au langage, considérer qu'il s'agit d'un comportement comme un autre. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on sort complètement du scope de cet épisode. Voilà. Bref, pendant la Seconde Guerre mondiale, Skinner propose ses services au NDRC, le National Defense Research Committee. Et donc le National Defense Research Committee, c'est un organisme créé en juin 1940 pour coordonner et organiser la recherche scientifique sur les problèmes liés de près ou de loin à la conception ou à la fabrication de machins militaires. Cet organisme deviendra en juin 1941 le Bureau de recherche et développement scientifique, puis sera dissous en 1947, au moment de la création de la CIA, on s'en fout. Bref, Skinner propose donc en 1940 un projet à application militaire pour aider l'effort de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fameux projet Pigeon. Projet qui, pour le coup, porte bien son nom. L'idée est la suivante. À l'époque, le missile guidé, ça n'existe pas encore, mais c'est pas l'envie qui manque. Avoir un missile qui est capable d'ajuster sa trajectoire en vol, c'est un avantage considérable d'un point de vue martial. Et le dispositif suivant est proposé. À l'intérieur du missile, dans l'ogive du missile, dans sa tête, on met un compartiment dans lequel, par un procédé de lentille optique, on voit vers où se dirige le missile. Genre de chambre noire, voilà. Partant de là, Skinner conditionne des pigeons à picorer sur un écran. Alors, c'est pas un écran comme un écran de télé, faut visualiser ça comme l'écran d'une chambre noire ou d'un cinéma. C'est limite une toile tendue, le truc, voilà. Et donc, Skinner conditionne des pigeons à picorer sur un écran la cible du missile. Et en fonction de l'endroit de l'écran que le pigeon picore, le missile ajuste son orientation. En gros, si le pigeon tape vers le centre de l'écran, tout va bien, puis s'il tape vers la gauche, le missile se oriente vers la gauche, etc. Mais pour pallier au fait que le pigeon pourrait ne pas avoir envie de picorer, ou qu'il pourrait mourir, ou j'en sais rien, enfin voilà, l'idée est qu'il y ait dans la tête du missile 3, 5 ou 7 compartiments similaires, chacun avec son pigeon. Et le système de contrôle du missile décide à la majorité des pigeons de la direction à prendre. Alors, elle n'est pas con cette idée? Eh ben, con ou pas, le NDRC décide d'investir 25 000 $ pour le développement du machin. Ça semble pas beaucoup, mais ça fait quand même, avec l'inflation, environ 530 000 $ d'aujourd'hui, quand même. Voilà. Et au bout du compte, le projet a été abandonné par l'armée, déjà parce qu'ils ont trouvé le projet, extravagant, mais également parce qu'entre-temps, il y a une invention qui est arrivée. Le radar. Et avec le radar, il n'y a plus besoin de 3 pigeons pour guider démocratiquement un missile. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu comme si un gars avait tenté de faire galoper les chevaux plus vite en utilisant des oursins, pendant qu'à côté, il y avait des gars qui inventaient la voiture. Et si vous vous dites, voilà bien de l'argent dépensé en pure perte pour militariser des animaux, sachez qu'il y a pire. De toute façon, il y a quasiment toujours pire. Pendant la guerre froide, il y a un seul truc qui peut être plus marrant qu'une opération d'espionnage aux militaires employant des animaux, c'est si cette opération émane de la CIA. Là, vous avez la garantie d'un moment épique de l'histoire des États-Unis. La CIA, juste, déjà qu'on soit d'accord. En français, c'est pas l'agence centrale de l'intelligence, c'est l'agence centrale du renseignement. Aux États-Unis, intelligence, c'est un faux ami, sans jeu de mots. Donc la CIA, c'est une agence de renseignement américaine qui est créée en 1947. Elle a très clairement été créée et gaulée pour la guerre froide. Elle s'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin au renseignement, y compris donc l'espionnage, mais également de la coordination de toutes les opérations clandestines hors du territoire américain. Et c'est le point le plus essentiel de la CIA, si vous devez en retenir qu'un seul. Elle n'agit, en tout cas elle est censée agir, que à l'extérieur du territoire. Sur le territoire, il y a le FBI, Homeland Security, une partie de la NSA, du NSF, enfin bref, il y a tout un tas de trucs, voilà. Mais ça, c'est juste pour qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose quand je dis CIA. Donc, entre 1961 et 1966, la CIA décide de tenter un truc marrant pour espionner les Russes, qu'il s'agisse d'espionner directement le Kremlin ou des ambassades russes un peu partout dans le monde. Au sein de la CIA, il existe alors un département nommé Science and Technology Directorate, le directoire de la science et de la technologie, dont le but est de mettre au point toute la technologie utile aux opérations de l'agence. Et au sein de ce département, il y a un gars qui réalise un jour un truc d'une banalité si dingue qu'elle pourrait bien passer inaperçue. Les chats se promènent globalement où ils veulent sans que personne vienne jamais les faire chier. Et donc, s'il était possible d'équiper un chat de matériel audio pour enregistrer des conversations, alors un chat pourrait bien être un espion parfait. Il enregistre tout et va où il veut sans que personne s'en offusque. Dans le département, tout le monde dit « Génial !» et un budget de 10 millions de $ est débloqué. Pourquoi 10 millions? Alors, parce qu'en 1961, l'utilisation du transistor n'est pas encore effective. Un ordinateur, ça occupe encore une pièce entière. Du matériel d'enregistrement audio à minima, c'est l'équivalent d'une mallette en termes de volume. Donc, il faut commencer par miniaturiser le matos de façon à équiper un chat sans que ça se voie. Et les gars bossent et finissent par aboutir à un résultat pas trop dégueu. Enfin, je vous laisse juger. Voilà. Ils implantent un micro dans le canal auditif du chat, une antenne le long de sa colonne vertébrale et une batterie dans son ventre. Et cette opération est un succès. Sauf que,
Sauf qu'un chat reste un chat et qu'il n'en a rien à carrer de ce que vous souhaitez entendre la conversation de Pierre ou de Paul, pardon, de Boris ou de Igor. Voilà, et si le chat il voit un papillon, il va se mettre à le chasser. Voilà. Pareil s'il a faim. Enfin, bref, il vit sa vie de chat. Donc plutôt que d'en rester là, la CIA débloque une nouvelle enveloppe de 10 millions de dollars, donc on en est déjà à 20 millions de dollars hein, dans les années 60. Il débloque donc une nouvelle enveloppe, cette fois-ci pour modifier le comportement du chat. Ça va se passer en 2 étapes. Déjà, première étape, une opération chirurgicale hein, pour supprimer son appétit. Comme ça, déjà, il a moins l'instinct du chasseur. Puis, bien évidemment, du conditionnement à la Skinner, hein, mais pas que. Hein. Notamment, il conditionne le chat, et là je cite, « pour qu'il écoute certaines voix. Le chat écoutait de plus en plus les voix des gens en se préoccupant de moins en moins du reste. » La personne qui raconte ça après coup, c'est Bob Bailey, un des dresseurs d'animaux de l'agence, qui a d'ailleurs bossé également sur le dressage des dauphins, parce que oui, il y a également eu des trucs avec des dauphins. Bref, sinon on n'a pas fini. Ils finissent par avoir un chat qui peut espionner des conversations, et qu'il est plus ou moins possible de diriger dans telle ou telle direction avec des ultrasons. En gros, ils ont un espion chat téléguidé. On est alors en 1966, ça fait 5 ans hein, qu'ils bossent dessus. Ne reste plus qu'à envoyer le chat réaliser sa première opération. Et donc la CIA décide de le lâcher près d'un parc pour écouter la conversation de 2 personnes assises sur un banc, un genre de bêta-test si vous voulez, avant de le lâcher réellement dans la nature, dans le bloc de l'Est. Bref, ils déposent le chat, le font aller en direction du parc, le chat leur fait un doigt, s'en branle, prend une autre direction, et après 300 mètres se fait écraser par un taxi. Coût de l'opération, 20 millions de dollars de l'époque. Avec l'inflation, ça fait 190 millions de dollars actuels. Ça fait beaucoup. Alors, évidemment, hein, ils vont retenter le truc avec d'autres chats, mais globalement, c'est tellement pas safe qu'ils abandonnent le projet en 67. Comme en atteste le document Maury 21897 de la CIA qui depuis a été déclassifié, je vous mets le lien dans la description. En gros, c'est le document qui officialise l'arrêt du projet en raison de, je cite, « It would not be practical ». Ce serait pas pratique. Le document félicite tout de même l'équipe dont, je cite toujours, « l'énergie et l'imagination ont pu être des modèles pour des pionniers scientifiques ». Et en même temps, je dois dire, et là je vais parler un peu dans le vide parce que j'ai pas fait de recherche particulière dans ce sens, mais peut-être que ce projet complètement con s'il en est, a permis d'avancer dans le travail, je sais pas moi, de la miniaturisation, dans la recherche sur les implants chirurgicaux, ou je sais pas moi, faut pas non plus tout jeter, hein. Mais bon, on peut quand même jeter l'idée finale du truc qui était somme toute assez absurde, voilà. Et pour la petite histoire, on connaît cette histoire depuis 2001. Lorsque la CIA a déclassifié un paquet de documents secrets, notamment toute une série de documents autour du projet MKUltra, retenez ce nom. Hein. On en a déjà brièvement parlé sur la chaîne en avril 2015, et on en reparlera bientôt ici, soyez-en sûrs. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à la liker, la partager. Abonnez-vous ou réabonnez-vous si YouTube vous a viré, on sait jamais. Je vous rappelle que mon roman Easy a disparu est disponible dans toutes les librairies et d'une manière générale, partout où on vend des livres. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, restez curieux et n'oubliez pas que règle numéro 1, le chef a toujours raison, règle numéro 2, si le chef a tort, revenir à la règle numéro 1. Surtout toi, Éléonore, du haut de tes 1 an.